pas forcément dans l'ordre, mais peut-être, tiens, un sujet que j'ai trouvé intéressant et dont j'aimerais parler avec toi, peut-être, Félix et les autres, bien évidemment. C'est Vitalik Buterin qui a fait un don de 50 ETH, hein, soit 167 000 dollars pour la libération des créateurs, des développeurs de Tornado Cash. Alors, nous en avions parlé lors d'une précédente émission, lorsque une cour de justice américaine avait finalement décrété que développer du code ne pouvait pas être quelque chose de condamnable en fonction des utilisations qui sont faites de ce code. Cela après que les développeurs de Tornado Cash, de Samurai Wallet, etc. avaient été condamnés, et pour certains même emprisonnés, puisque le code qu'ils avaient développé avait été utilisé à des fins criminelles, de blanchiment d'argent, financement du terrorisme, et tutti quanti. Donc Vitalik qui soutient ces développeurs-là. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. J'aimerais savoir, Félix, comment toi tu vois cette propension qu'ont les États à essayer de criminaliser le code? En fait, comme tu viens de le dire, en fait comme ce qui est criminel dans ce genre d'affaires, c'est l'action, enfin c'est l'utilisation qui est faite d'un certain outil. Et, euh, et dans le cas de l'écosystème crypto en général, compte tenu de la blockchain, enfin de cette technologie et de ses propriétés d'immuabilité, en gros, un univers qui est inaccessible euh, à l'action de l'État ou de n'importe quel État. Alors, la seule option qui reste, c'est d'aller faire peur, enfin, en quelque sorte. Hein, enfin, c'est peut-être un peu rapidement résumé, mais Non, non, mais c'est ça, hein. finalement, T'as c'est raison. d'aller Créer un exemple pour éviter que voilà, en d'autres, gros, de créer un exemple en prenant les auteurs du code qui, en général, n'ont pas du tout, enfin, ne cautionnent pas forcément du tout les actions qui sont faites avec cet outil qu'ils ont développé. Donc, enfin, moi, en général, il y a ce mème là, avec le guy reading book là, en trois images. Bon, pour moi, ça se résume à ça, quoi. Comment bloquer la crypto ou la blockchain? Et, hein, on peut pas. Donc, ouais. je pense que c'est un état d'esprit qui pourrait être amené à changer, parce que je dirais que cette réaction-là, c'est d'abord une réaction d'un système ou d'entités étatiques qui connaissent pas bien la technologie, et donc c'est leur première réaction. Mais après, je ne sais pas. Ça, c'est très complexe hein, comme Ouais, mais sujet, mais Mais ce qui est intéressant, fondamentalement, c'est pardon? non, je disais, ce qui est intéressant, c'est surtout les guerres de paroisse. C'est-à-dire que les tribunaux se contredisent et on voit effectivement que c'est pas quelque chose d'aussi évident. C'est-à-dire qu'on peut avoir Mhm. parfois un tribunal qui va statuer de façon très sévère et ensuite un autre effectivement qui va venir rappeler le droit, puisque souvent, hein, lorsqu'une décision est cassée par un autre tribunal, elle se fonde sur des textes fondateurs, notamment sur la liberté Mhm. d'expression, sur la liberté de correspondance, la liberté de transaction. Et j'aime parfois, à l'occasion de ces litiges judiciaires, qui sont en vrai des litiges plutôt idéologiques, hein, de mon point de vue en C'est tout cas, ça, oui. qu'on revienne parfois justement au fondement d'une démocratie et de la liberté associée. Et en fait, ça nous rappelle ces choses-là qui, je trouve, sont intéressantes. TX, Cédric, hein, si vous souhaitez ajouter quelque chose, n'hésitez pas. Mettez un petit up, puisqu'on est 4 et que j'aimerais vraiment que chacun puisse voilà, de donner son avis dès qu'il veut. N'hésitez pas si le sujet vous parle, même si on en a déjà parlé. Vas-y, Cédric. Ouais, derrière cette affaire, il y a un enjeu géopolitique parce que le principal pirate qui a utilisé Tornado Cash, c'est la Corée du Nord. On a encore appris là que sur l'année 2024, ils avaient pillé un truc comme 2 milliards en plus. Donc il y a des enjeux vraiment très importants derrière ce truc-là. J'imagine qu'ils doivent subir une pression des dirigeants de la planète monstrueux pour que ce truc-là s'arrête, parce que effectivement,
Ils habiteraient en Corée du Nord, les deux, là, il n'y aurait pas de problème, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, c'est un problème qui va bien au-delà de la crypto, c'est un problème de financement du programme nucléaire nord-coréen quand même. Donc, ça rigole pas. Voilà, je voulais juste ajouter ce Non, point-là. Voilà. c'est intéressant parce que c'est vrai qu'en général, c'est un groupe de hackers nord-coréens qui s'appelle Lazarus essentiellement. Mais on avait dit dans l'émission, on avait vu un jour un truc qui m'avait intéressé, c'est qu'en fait, ils pillent des milliards de dollars, mais Ouais. en vrai, ils n'arrivent à en utiliser que quelques millions. Parce qu'ils n'arrivent pas en fait à faire remettre tous ces fonds dans le circuit traditionnel, puisqu'en fait, toutes les adresses sont blacklistées, mais de façon hyper réactive. Et donc, même 2 milliards en soi, c'est pas beaucoup d'argent, en vérité, par rapport à la montagne de Rug. Mais même ça, en vrai, ils récupèrent pas 2 milliards parce qu'ils arrivent à peine à blanchir quelques dizaines de millions. J'avais trouvé la différence entre ce qu'ils arrivaient à voler et ce qu'ils arrivaient à utiliser assez énorme. Mais sans doute, effectivement, il y a un enjeu géopolitique là-dessus, même si moi, je crois que c'est quand même très intérieur parce que la capacité d'un État à lever l'impôt, la capacité d'un État à tracer les transactions, au-delà de l'intérêt géopolitique qu'il peut y avoir, je pense que c'est la seule chose qui reste à nos États aujourd'hui, qui pour beaucoup sont très impuissants sur la scène réellement, on va dire, politique et même géopolitique. Et donc, en vrai, je crois qu'ils ne veulent pas se départir de ce pouvoir qui leur reste. Et c'est pour ça, on en reparlera justement. Tiens, allez, ça nous fait la transition vers ce que j'aimerais voir avec vous, les copains. C'est sur MiCA qui rentre en vigueur au 1er janvier, enfin au 30 décembre 2024, pour ces dernières dispositions concernant les CASP, les CASP qui sont les espèces de PSAN, mais à l'échelle européenne, avec une réglementation renforcée sur l'ensemble des activités crypto, sauf les NFT pour l'instant qui sont un peu en dehors, mais sinon sur les stablecoins c'est en cours, sur les acteurs qui font de l'achat, de la vente, la custodie de crypto, sur la travel rule qui s'est mis en place, sur toutes ces choses-là, ça y est, en fait, MiCA est entre guillemets complètement maintenant en vigueur. Là aussi, peut-être, est-ce que c'est un sujet qui vous inquiète, qui vous intéresse, qui vous préoccupe pour l'année à venir sur le marché européen des crypto-monnaies à l'aune de cette réglementation MiCA que tout le monde, enfin que la plupart en tout cas, dénoncent comme étant contre-intuitive, beaucoup trop sévère, anti-business, et puis surtout qui va faire prendre un retard considérable au marché européen par rapport à d'autres qui, eux, ont plutôt tendance à vouloir favoriser ces nouvelles technologies. Peut-être Félix ou Cédric? Non, rapidement, là, pour moi, je suis complètement l'avis moyen qu'on trouve, hein, c'est que c'est une véritable pénalité à tout point de vue. Ça va coûter cher et il y en a très peu qui vont pouvoir avoir les licences. Donc, à mon avis, ça devrait s'assouplir en fait d'ici quelques mois parce que c'est vraiment, ça va vraiment trop loin en fait. Et les autres pays ils vont exactement dans le sens inverse. Si on voit effectivement tous les pays émergents dans lesquels il y a de plus en plus d'activités de soutien de ce secteur-là. Donc, on va vraiment à contre-courant. Là-dessus, je partage l'avis commun des différents observateurs. C'est vraiment une catastrophe pour moi. Alors, ceci dit, est-ce qu'il va y avoir quelques acteurs qui vont quand même s'en sortir? Mais moi qui suis en particulier la partie des stablecoins, parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus, les exigences qu'ils ont sont complètement délirantes. Elles vont même au-dessus des demandes qu'il y a sur les fintechs classiques. C'est là aussi où il y a un déséquilibre, c'est-à-dire qu'on a vraiment surréglementé sur certains aspects, comme par exemple la fameuse travel rule, là, où ça devient complètement délirant, puisque les échanges et autres acteurs doivent donner tout l'historique de toutes les transactions de tous leurs clients. Enfin, ça devient Big Brother, quoi. Donc, je suis pas très optimiste, mais je me dis qu'il y a peut-être quelques acteurs qui vont quand même essayer de s'en sortir. Je pense que ceux qui ont des licences devraient arriver à tirer leur épingle du jeu quand même. En les proposant à d'autres startups aussi, à voir ce qu'on peut faire en sous-licence de ces licences, même si aujourd'hui, c'est pas très clair. Ouais. Voilà. Ok. TX, vas-y.
Ouais, ben moi je vais prendre un point de vue un peu différent, celui plutôt de l'utilisateur, qui est que ben, moi ce que j'ai vu dans les derniers mois, et puis là encore avec cette nouvelle réglementation, c'est qu'on impose toujours à donner plus d'informations de la part de l'utilisateur et que ben, chacun a sa propre sensibilité avec la vie privée, ce genre de choses. Mais là, je trouve que ça atteint un niveau trop important et ça fait que ben, si ça continue, naturellement, les gens ils vont plus vouloir utiliser les exchanges réglementés. Et en fait, la réglementation servira à rien parce que les gens ils vont se barrer sur Sur des les trucs DEX. plus risqués, ouais, soit on-chain, soit bah, sur des trucs plus risqués, pas du tout réglementés pour le coup. Et au final, ben, en fait, personne n'y gagne, quoi. Parce que la réglementation, elle favorise pas à ce qu'il y ait des nouveaux concurrents qui émergent. Et puis, l'utilisateur, il se retrouve pas mieux protégé au final. Donc, enfin, je vois pas comment ça pourrait améliorer les choses, quoi, si ça reste comme ça dans les prochains mois, quoi. Moi, j'avais une question, enfin rapidement, en fait, je ne connais pas assez bien tous ces sujets-là, enfin surtout les dernières actualités, mais moi j'en étais resté à l'idée que euh, en fait il y a l'écosystème crypto qui, tant qu'on reste dedans, on est comme dans une bulle, c'est-à-dire en tout cas en France, toutes les transactions ne sont pas en gros tracées, mais dès qu'on sort, dès qu'on veut, par exemple, on passe sur un échange pour vendre en devise, etc. Et c'est là que il y a un contrôle. Moi, j'en étais resté à cette idée un peu générale comme ça, et je voulais savoir si là, ces évolutions vont au-delà de ça, parce que j'ai entendu que dans d'autres pays, n'importe quelle transaction, en gros, il faut déclarer ses wallets, et puis toutes les transactions vont être épluchées, etc. Alors, Est-ce que c'est dans ce en fait, sens-là? il y a 2 sujets, il y a la fiscalité et la réglementation. Donc au niveau de la fiscalité, on reste pour l'instant sur un système où tant que tu restes en crypto et que tu passes pas en monnaie fiat, bah, tu n'as pas à déclarer de plus-value et donc à payer d'impôts dessus. Ça, Mhm. pour l'instant, ça reste, même si un amendement a été déposé récemment pour taxer les plus-values latentes. Bon, ça n'a pas encore été adopté. Il y en a un autre qui a été soumis pour intégrer les cryptos dans un espèce d'impôt sur la fortune qu'ils appellent impôt sur la fortune improductive. Ça aussi, c'est pas encore validé, mais ça pourrait effectivement taxer le patrimoine crypto en l'état, nonobstant la prise de profit ou pas. Donc ça, c'est des choses qui pourraient passer, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Et après, il y a l'aspect réglementaire. Évidemment, Cédric et TX, n'hésitez pas à compléter si j'oublie quelque chose. Et puis, tu as l'aspect réglementaire où c'est vrai que pour l'instant, tout ce qui est 100% centralisé, mais vraiment 100%, échappe pour l'instant, d'une manière ou d'une autre, à la réglementation. Le problème, c'est qu'il y a quasiment rien qui est complètement centralisé, à part un paiement peer-to-peer entre deux wallets. Décentralisé, tu Ah veux oui, dire? décentralisé, oui, je me disais, oui, oui. Ce que j'ai dit. Décentralisé, Décentralisé. justement. Pardon. Ok, Absolument. Merci ok. TX. Donc quasiment rien n'est complètement décentralisé, mis à part peut-être un paiement en peer-to-peer entre deux wallets en self-custody. Et encore, parce que même ça, effectivement, l'Union européenne, en 2026, envisage effectivement de retravailler un peu la réglementation là-dessus. J'ajoute que en 2026, les exchanges auront l'obligation de partager l'ensemble des transactions qui sont faites de façon proactive. Aujourd'hui, eh bien, elles n'en ont pas, à moins qu'il y ait une demande précise de la part d'une autorité, hein, elle n'a pas à tout transmettre. Donc, voilà. Et puis après, tu as l'euro numérique qui viendra certainement dans les prochains mois et les prochaines années, où là, effectivement, on aura une confusion entre centralisé, décentralisé, et ce qui sera sur la blockchain sera finalement complètement transparent pour celui qui émet cet euro numérique, c'est-à-dire nos chers dirigeants. Donc voilà, l'état de l'art un peu où on en est aujourd'hui est en train de changer, mais la règle qui consiste à dire tant que tu es sur la blockchain, il n'y a pas de souci, ouais, c'est plus aussi simple que ça, surtout qu'aujourd'hui, je répète, y a très très peu de choses qui sont complètement décentralisées et qui passent par un moment donné par un tiers, que ce soit un protocole, un acteur crypto, un échange centralisé, ça devient très compliqué.
Alors, si vous voulez, oui, alors, très bonne nouvelle que j'ai vue ce matin. J'avais pas vu avant, pourtant ça date de quelques jours, mais j'étais un petit peu off ces derniers jours. C'est la Suisse qui envisage d'intégrer le Bitcoin aux réserves stratégiques de sa banque nationale. Alors, attention quand même, hein, c'est une proposition qui a été faite par un think tank qui s'appelle 2B4CH, mais qui a été enregistré au journal officiel suisse. Alors, vous savez comment ça fonctionne en Suisse, hein, n'importe qui peut porter une proposition, et ensuite, si elle obtient un nombre de signatures suffisantes, elle peut être proposée effectivement en référendum public. Le nombre de signatures à atteindre, c'est 100 000. Donc finalement, c'est pour un pays qui est quand même très habitué à voter pour des sujets de société, c'est quelque chose d'assez jouable. Et en l'occurrence, il faut préciser que ce think tank, eh bien, la personne qui est à l'initiative de cette proposition, c'est un certain Yves Benaïm, qui est le fondateur de ce think tank, et également de J. Zanganeh, certainement que j'écorche son nom, mais il m'en voudra pas, qui est vice-président de Tether pour l'énergie et le mining. Bon, après, c'est le jeu, hein, qu'un think tank ait des intérêts et qui veuille évidemment les faire valoir. Et donc, effectivement, ça va dans la continuité depuis l'annonce de Donald Trump d'intégrer Bitcoin en tant que réserve stratégique du pays, et bien que de nombreux États, de nombreux candidats à des élections, de nombreux parlementaires, eh bien, décident de se dire, tiens, ce serait pas une mauvaise idée quand même d'ajouter Bitcoin en tant que réserve stratégique. Là aussi, j'imagine que tu as suivi peut-être un petit peu ça, Félix. Et comment tu vois, toi, peut-être ce FOMO et ou cette propension des institutionnels à utiliser Bitcoin comme réserve stratégique? Bah, oui, j'ai vu. Alors ça, j'ai un peu, c'est plus visible quoi que d'autres, enfin, actualités. Donc, bah, je ne sais pas exactement. Enfin, c'est difficile de. Enfin, pour moi, à mon niveau, hein, comme tu l'as dit en introduction, moi, je suis crypto-artiste, donc bon, mon focus, même si je m'intéresse à ces questions de société à travers, comme tu l'as dit, le mouvement cypherpunk. Bon, je dirais que mon analyse est peut-être un peu limitée, mais bon, moi, pour l'instant, je me dis, et c'est ça qui est assez intéressant avec la crypto en général, c'est que ils arrivent comme des acteurs comme les autres, quoi. C'est-à-dire ils sont un peu, finalement sur le plan de la blockchain, ils sont à égalité avec d'autres acteurs, même s'ils ont peut-être plus de moyens, plus de force de frappe, d'investissement, etc. Mais bon, j'avais vu des graphiques qui montraient la répartition de possession des bitcoins. C'est-à-dire qu'on voit que les États en fait sont minoritaires à l'échelle de toute la réserve de bitcoin disponible. Donc, bon, disons que je suis intéressé de voir l'évolution. Je n'ai pas d'idée sur ce que ça peut donner. Je vois que c'est comme une prise de conscience, bien entendu, c'est une prise de conscience sur la valeur de Bitcoin ou d'autres. Et c'est assez intéressant, alors, sur un autre plan, que intéressant, c'est même, je dirais, ça pose des questions sur le fait que ce mouvement-là a été initié par des acteurs politiques qui sont pas forcément les plus recommandables sur le plan de l'éthique, des droits de l'homme et tout ça. Enfin, donc, mais il y a une sorte de rattrapage des autres États qui, bon, plus démocratiques peut-être, en se disant, après avoir critiqué largement, en disant que c'était des pratiques de voyous presque, bon, finalement, ils reviennent dessus et en se disant c'est peut-être sérieux. Et enfin voilà, bon, j'ai une analyse assez limitée de ça, mais on t'entend pas, je sais pas si c'est. Si, si. Ouais, excuse-moi. Ouais. Non, ce que tu dis est intéressant parce que, alors, je ne sais pas si on pourrait dire que Trump n'est pas démocratique et au niveau des droits de l'homme, ça Ah, dépend. mais en fait, en disant ça, pardon, je pensais au Salvador, tu vois, par exemple. Ah, mais Salvador, c'est pareil. Salvador, on pourra dire ce qu'on veut, mais là, je regardais les chiffres hier. Euh,
la criminalité, elle a été réduite de 99%. Le mec, il jouit d'une popularité comme pas deux. Il a remis son pays sur les rails au niveau économique de façon énorme. Il a même réussi à avoir un rapport assez fort avec le FMI, ce qui est quand même pas rien pour une économie émergente. Et puis, on peut parler de l'Argentine avec Milei. Et en fait, bon, la notion des droits de l'homme, elle est quand même assez idéologisée, notamment en Europe et en France. Et donc, c'est encore une fois, soit on fait de l'ethnocentrisme et on se dit que notre vision à nous des droits de l'homme est la vision universelle, soit on se dit que dans certains États, en fonction de la culture, en fonction de l'histoire, en fonction de l'appréhension qu'on a des droits fondamentaux, et on se dit que finalement, c'est pas si blanc ou noir. En tout état de cause, là où ce que tu dis est intéressant, c'est que le mouvement pro-crypto est porté effectivement par des personnes qui, en France et peut-être un peu en Europe, sont vues comme des populistes. On peut utiliser ce mot-là parce que voilà, on l'utilise à tort et à travers. Mais en vrai, le populisme, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est des personnes qui, en fait, prennent les problèmes de la population, clairement des problèmes qui soient réels ou supposés, qui soient ressentis ou réels, je rentre pas là-dedans, mais effectivement, c'est des personnes qui prennent en charge les problèmes de la dette, les problèmes de la sécurité, les problèmes de l'immigration, les problèmes de société. Et après, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, là encore, c'est un autre sujet. Mais tu as raison, le mouvement pro-crypto, que ce soit d'ailleurs même en Chine, en Russie, où là, la notion de droit de l'homme est peut-être effectivement un peu plus discutable. Mais si on prend celui qui a initié le mouvement de la réserve stratégique de Bitcoin, c'est Donald Trump. Et qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, sauf erreur de ma part, il a été élu, il a perdu, il a été réélu. Et souvent, eh bien, dans ses discours, il vient à prôner des libertés qui sont fondamentales aux États-Unis et que parfois certains partis vus comme plus démocratiques et plus mainstream ont parfois tendance à limiter, avec de la censure, ça a été largement démontré, avec de la manipulation, avec de l'impérialisme, etc. Et donc, c'est vrai que pour le coup, c'est un sujet qui est hautement politique et c'est intéressant d'avoir justement l'avis de chacun par rapport à ça. Je ne sais pas si Cédric et TX, vous souhaitez rajouter Oui, quelque chose. Ouais, vas-y Cédric. il y aurait pas mal de choses à dire, mais effectivement, il y a cet aspect un peu anarchiste quelque part. Hein. C'est, bah oui, Bitcoin, vous détenez votre argent, personne ne pourra vous le voler, etc. Et c'était quand même l'idée de départ, c'est-à-dire, j'ai pas d'intermédiaire, j'ai pas de contrôle, etc., etc. Donc, bon, pour moi, il y a pas mal de clientélisme et d'opportunisme politique, il faut quand même être clair. Je pense que Bitcoin est largement au-dessus. En fait, Bitcoin, de toute façon, il est apolitique, il n'y a aucun problème. Il est apolitique. Enfin, disons que, parce qu'il n'est pas tout à fait apolitique, parce que les fondateurs, les cypherpunks, avaient des idées politiques. Je pense qu'il est clairement. Enfin, d'ailleurs, ça, c'est un sujet intéressant qu'on discutera avec Félix. Mais pour moi, Bitcoin est on ne peut plus politique. La politique, c'est quoi? C'est la gestion de la vie de la cité, la gestion de la monnaie, la gestion et des libertés fondamentales concernant le droit de propriété, etc. Ce sont des enjeux qui sont hautement politiques. Pour moi, Bitcoin, dans son white paper, dans son projet initial, pour moi, il n'y a rien de plus politique que Bitcoin. Je ne suis pas tout à Non, fait d'accord. c'est vrai? Ok. C'est une interprétation, parce que si tu lis le white paper, il est purement technique. Il n'y a aucune idée politique dans le white paper. Il est le résultat d'un mouvement qui date des années 60-70 et qui en plus, le Bitcoin, finalement, est que le POC réussi de nombreuses initiatives de monnaie numérique décentralisée. Et en vrai, le white paper, sans doute, effectivement, est peut-être un peu plus technique que politique, mais pour autant, lorsqu'on parle de paiement de pair à pair, en fait, tout est dit à l'intérieur, quoi, sans intermédiation. Ça fait partie. Oui, mais je suis d'accord que effectivement tu peux le prendre d'un point de vue politique, mais tu peux le prendre d'un point de vue strictement efficacité opérationnelle. C'est-à-dire, à quoi sert d'avoir tous ces intermédiaires qui constituent une industrie qui, en fait, est en train de devenir has-been grâce à Bitcoin. C'est-à-dire, à un moment donné, il a posé la question aussi, comment ça se fait que d'envoyer de l'argent coûte aussi cher et est aussi peu fiable dans le monde de l'Internet? Donc, il a résolu aussi une question concrète qu'on voit d'ailleurs arriver maintenant aujourd'hui, puisque alors, tu auras peut-être des news là-dessus, mais on voit que les banques et les acteurs financiers
commencent à intégrer la blockchain de façon vraiment dans les couches basses de leur infrastructure, parce qu'ils ont compris qu'il y avait une efficacité. Donc, je pense vraiment que tu inverses. Encore une fois, je peux me tromper, mais je crois que tu inverses conséquences et causalité. C'est-à-dire que à l'origine, si Bitcoin on avait voulu qu'il soit ultra efficace, on n'aurait pas fait une scalabilité aussi faible. Si ça avait été juste pour répondre à un problème d'efficacité, on aurait vraiment fait en sorte, protocolairement, dès le départ, eh bien, d'avoir un nombre de transactions suffisant pour concurrencer Visa, tu vois. Ça se discute aussi. Ça se discute aussi. Ouais. Oui, parce que bon, déjà, résoudre ce problème n'était pas si simple. Donc, c'était quand même une première approche qui a été améliorée par les nombreuses blockchains qui sont passées derrière. Mais aujourd'hui, c'est démontré. Il y a Michel Kazaka qui a fait un papier assez connu sur le sujet. Le réseau Bitcoin coûte 10 fois moins cher que le réseau Visa exploité. Et alors, il n'est peut-être pas capable d'en prendre autant que le réseau Visa, quoique ça reste aussi à démontrer ce truc-là. Avec Lightning, et c'était pas voilà. Donc, mais attends, je vous coupe la parole là, mais il y a aussi le fait que ce sont des services différents. Visa, c'est juste un réseau qui permet de signer des transactions, mais c'est pas le règlement de la transaction, alors que Bitcoin, c'est une infrastructure de paiement entière. Ouais, donc c'est des choses différentes. Ouais, enfin, mais bon, pour moi, il y a évidemment peut-être que tu disais c'était l'initiateur du truc de Donald Trump, c'est pas tout à fait vrai, parce que c'est Bukele le premier qui est le premier État qui a décidé de constituer des réserves de Bitcoin. Et d'ailleurs, pendant 3 ans, il s'est battu contre les restes du monde pour dire qu'il avait raison, et c'est une véritable victoire aussi là-dessus. Et maintenant, il est copié par Trump, et il commence à être copié à droite à gauche. Alors, sur cette histoire de réserve stratégique, c'est à la fois une consécration quelque part pour Bitcoin en disant bah ok, il a le statut de l'or, enfin il a un statut similaire à l'or. Il y a même des gens qui disent que c'est supérieur à l'or parce que c'est plus facile à transporter, etc. Donc ça, c'est la consécration. Mais par contre, moi, il y a quand même un risque, alors je ne sais pas jusqu'à quel niveau il est, c'est la manipulation du cours. C'est-à-dire quand vous avez si on constitue des réserves suffisantes, et quand on regarde les objectifs des États-Unis là-dessus, quand ils vont arriver à quelques pourcents, on voit Michael Saylor, je veux dire, ce sont des acteurs qui vont pouvoir jouer sur le cours, et dans une situation qui n'est pas complètement impossible, qui est l'écroulement de nos monnaies fiat, il va y avoir des moments critiques où le fait de détenir ces bitcoins en réserve stratégique pourrait avoir une influence vraiment majeure sur la suite des événements. Donc, il y a la question qui se pose derrière, c'est OK, je fais des réserves, mais pour faire quoi ? Si ce n'est peut-être manipuler le cours, en tout cas à court terme. Et sur le long terme, j'en fais quoi ? Les réserves d'or, aujourd'hui, elles dorment dans les banques centrales. Elles ne servent pas à grand-chose, si ce n'est des combats géopolitiques, tu vois. Si tu prends les États-Unis, le fait de constituer une réserve stratégique en Bitcoin s'assortit d'une durée minimale de blocage, de détention de 20 ans. Tant et si bien que, de mon point de vue, en tout cas, je pense que Donald Trump n'achète pas du Bitcoin pour le dump sur sa communauté. Je pense effectivement qu'il le fait, certes, parce qu'il imagine qu'il va y avoir une augmentation du prix qui va être favorable à l'économie américaine, parce qu'il pense que ça va créer un effet d'entraînement auprès d'autres économies, et que finalement ça va permettre d'ajouter de la puissance aux États-Unis face au marché, puisque les États-Unis sont hautement endettés, qu'ils ont besoin d'être backés pour pouvoir continuer à emprunter à des taux intéressants. Et puis enfin, je pense sincèrement, si on prend Michael Saylor par exemple, moi, de mon point de vue, le fait qu'il ait acheté à 15 000 et qu'il continue à acheter à 100 000, je pense que leurs ambitions et leurs objectifs, il est à tout le moins moyen, voire long terme, et peut-être effectivement. Et il y a aussi un enjeu géopolitique. Trump ne cesse de le répéter, si on ne le fait pas, la Chine le fera. Donc il y a aussi un enjeu qui n'est pas juste un enjeu de spéculation, mais un enjeu d'être à la pointe des nouvelles technologies, l'IA, les réseaux sociaux, l'Internet et évidemment les crypto-monnaies et a fortiori le Bitcoin. Donc moi, je suis plutôt, peut-être je suis un grand naïf, mais je suis plutôt optimiste, en tout cas à court terme, sur ça. Quant à la manipulation du cours, j'ai plus peur des gestionnaires d'actifs
parce qu'effectivement, eux, c'est affiché, hein, ils achètent des cryptos pour le compte de leurs clients pour générer des profits. Bon, bah ça, il y a pas de problème et ça fait partie du jeu. Mais est-ce que ce n'est pas un risque, un mal ou un risque nécessaire pour justement, normaliser les actifs numériques et l'industrie associée pour finalement, la rendre, mainstream et effectivement, la faciliter et son adoption par le plus grand nombre? Moi, je pense qu'il y a plein de gens, qui, parce que, les États-Unis vont la constituer en réserve de valeur, vont se dire: «Tiens, bah, c'est peut-être pas con, d'en acheter pour pour ma retraite», ou d'autres, d'autres États qui pourraient l'utiliser en monnaie, ayant cours légal et qui demain pourraient faire dire à des économies que tiens, ça peut être une alternative au dollar, ça peut être un rempart contre la surinflation que je subis, ça peut être aussi par exemple un moyen de contourner les sanctions et donc de ne pas souffrir de l'extraterritorialité du droit américain, et ça va plutôt dans le bon sens en termes de souveraineté de chaque État. Ouais. En vrai, je pense que les risques que tu énonces sont véritables et qu'il faut être conscient de cela. En revanche, sur la balance, j'ai le sentiment, mais on est encore au tout début hein, de ce mouvement, qui n'a pas vraiment commencé, puisque Trump n'est pas encore élu, qui peut finalement être assez favorable à l'écosystème. Mmh. Mais Ouais, il y a un truc majeur aussi, je trouve, c'est que ça consacre pas non seulement le Bitcoin, mais ça consacre aussi la blockchain. Parce que ça veut dire que les États, par ces décisions-là, considèrent que la blockchain, finalement, est une évolution technologique vraiment majeure. Et ce qui s'applique à Bitcoin, c'est-à-dire l'incensurabilité, la rapidité de transaction, enfin tout ce qu'on connaît, ça s'applique aussi sur tous les autres actifs digitaux, enfin tous les crypto-actifs. Et ça devrait avoir un effet d'entraînement assez important vers l'utilisation beaucoup plus industrielle, quelque part, de la blockchain. Et on le voit déjà arriver. Ça, je trouve que c'est vraiment une bonne nouvelle. Les réserves, d'ailleurs, de Bitcoin, pour moi, vont très souvent servir de collatéral à des monnaies plus utilisables concrètement, parce que le Bitcoin est un peu compliqué à utiliser comme monnaie aujourd'hui quand même. Mais par contre, on peut faire des stablecoins, on peut faire des tas d'autres trucs derrière qui vont, pour certains d'entre eux, s'appuyer sur des réserves de Bitcoin comme collatéral. Alors évidemment, ça sera surcollatéralisé, etc. Mais il y a ça aussi qu'il faut dire. C'est-à-dire, pour moi, 2024 a été une vraie transition sur la consécration définitive de la blockchain. C'est bon, la blockchain, elle est là, elle va durer. Voilà. oui, complètement. Ouais. Sur ça, je pense qu'on est d'accord, surtout que bon, la blockchain, à la base, c'est juste une base de données qui existe depuis 40 ans. Mais il lui fallait un use case qui fonctionne et qui soit utile. Bitcoin l'a été, le premier en tout cas. Ouais. Mais en tant que tel, la blockchain, c'est juste un ordonnancement de données, c'est une base de données, enfin, c'est une façon de, 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 de conserver et d'agencer des données. Et puis c'est beaucoup plus vieux que Bitcoin. Bon, en tout cas, messieurs, super cool comme d'habitude ces échanges. J'ai une petite, une vas-y. dernière petite à ce même sujet, une réflexion plutôt sur en fait, c'est une sorte d'image là sur c'est ce qui se passe en ce moment, c'est un peu une sorte de course à l'armement, comme pour l'arme nucléaire, tout le monde se dit: «Ah, il faut le Bitcoin maintenant», enfin parce que c'est effectivement une force et ça met peut-être les gens enfin les nations sur un pied d'égalité, enfin je sais pas ce qu'ils s'imaginent. Mais bon, indépendamment de cet aspect-là, il y a aussi quelque chose qui est assez antinomique, je dirais, entre le principe de Bitcoin ou n'importe quelle blockchain avec un wallet dont il y a un accès unique, enfin une clé privée unique, et le fonctionnement d'États qui, pour la majorité encore pour l'instant, je pense, enfin personnellement heureusement, où il y a comment dire? Des transitions politiques, enfin c'est-à-dire un renouvellement des personnes, au pouvoir, assez, fréquentes. C'est-à-dire qu'il y a une permanence d'une clé qui permet d'accéder à la valeur, enfin à toute cette, richesse, ce trésor de Bitcoin en l'occurrence. Et on en parlait d'ailleurs avec, Benoît là qui écoute aussi et où en fait on se demandait comment ça se passe, quand, bah, justement le personnel politique, change. Bon, bah, qui a les clés? Qui garde les clés? Enfin comment se gère cette,
la gestion des clés, des wallets qui contiennent tous ces bitcoins. Donc, Aux ça, c'est. États-Unis, la réserve stratégique dépend du Trésor. Et pas de la Fed, comme ça avait pu à un moment donné être évoqué lorsque le président de la Mhm. Fed aux États-Unis avait dit nous ne détiendrons pas de Bitcoin, faux sujet, de toute façon, c'est pas ton affaire. C'est le Trésor. Et donc, pour le coup, le Trésor, lui, est évidemment politisé. Et donc, évidemment, en cas d'alternance, la politique du Trésor peut évoluer. Le seul peut-être rempart à cette instabilité politique et donc finalement financière, c'est encore une fois, dès lors qu'un actif est ajouté à la réserve stratégique, eh bien, il y a un engagement de détention de 20 ans auprès des marchés. Et donc, ce n'est dans l'intérêt d'aucun de revenir effectivement sur cet engagement de 20 ans. Et donc, de mon point de vue, on est tranquille, entre guillemets, pour 20 ans. Et après, évidemment, est-ce que ça va se poursuivre? Est-ce qu'il y aura autant d'achats? Mais en tout cas, pour ce qui est acheté et ce qui est mis en détention en réserve stratégique, là, on a un engagement. Parce que cette réserve stratégique, encore une fois, elle ne vise pas à payer des retraites ou à payer du fonctionnement, etc. Tu vois. Oui, en fait, notre idée ou mon idée là actuellement là, c'est encore plus simple que ça. C'est-à-dire que il y a quelqu'un qui travaille au Trésor, ok, bon, qui est en charge du wallet. Bon, bah lui, un jour il part à la retraite, un jour il est viré. Enfin, et il a la clé privée. S'il manipule le truc, il y a accès. À un moment, si il n'est plus en charge, mais il conserve la clé. Bah, les clés, on sait tous qu'on ne peut pas changer une clé privée d'un wallet. Donc, est-ce qu'on transitionne tout vers un nouveau wallet? Enfin, il y a une idée de J'ose gestion. espérer quand même qu'ils vont utiliser des multisigs et qu'il n'y aura pas une seule personne qui Bien détiendra entendu. les clés et qu'elles seront et qu'évidemment, avant de pouvoir effectuer la moindre transaction, il faille peut-être l'accord de 5, 10, 15, j'en sais rien. Hein. Et que j'imagine qu'à ce niveau-là, c'est comme les logins et le mot de passe pour le président, pour le chef du FBI ou pour tous les postes, on va dire, stratégiques d'un État. J'imagine qu'il y a des processus de sécurité qui font que, en cas de départ à la retraite, le gars peut pas à tout moment Non, appuyer. bien sûr. Voilà. Non, mais c'est Mais à la c'est un vrai sujet différence. de sécurité. Oui, à la différence des mots de passe, c'est des choses immuables maintenant. Donc, il y a, enfin, il y a effectivement sûrement tout un tas de protocoles qui sont mis en place pour ça. Mais c'est bon, voilà, c'est juste. Alors, ça, c'est plus pour l'imaginaire, quoi, d'imaginer comme ça le casse du siècle Non, mais avec ce un serait gars énorme. qui part avec. Ouais. Et du coup, les États-Unis ou n'importe quel autre pays qui a. Bon, derrière, les conséquences, c'est Ouais, mais en incroyable. soi, tu vois, et après on finira là-dessus parce que j'ai vraiment envie qu'on s'intéresse un peu plus à toi, Félix. Mais en même temps, un bitcoiner heu, convaincu te répondrait: «On s'en tape, ça change rien». C'est-à-dire que au niveau du protocole, au niveau, de Bitcoin en lui-même, même si demain il y a un dump massif à la suite d'un hack de la réserve stratégique aux États-Unis, alors oui, on va, subir une baisse des cours, sans doute que, Bitcoin va, souffrir un peu d'une perte de confiance pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, de toute façon entre ça et le reste, ce sera juste une Ah, mais les conséquences, c'est pas sur Bitcoin, bien entendu. C'est sur une économie qui se met à se corréler ou à s'aligner sur Bitcoin. Enfin, je sais pas. Enfin, c'est au plutôt niveau ça. alors tu parles au niveau structure de l'État, au Oui, niveau voilà, au niveau de l'État, au niveau d'une je pense société que qui se constitue. Je pense que là, c'est de la responsabilité de chaque État aussi, de Ah oui, mon oui. point de vue. Non, non, mais de se dire que la partie en bitcoin de la réserve stratégique sera et serait ultra minoritaire. Premièrement, parce que c'est un actif qui reste encore aujourd'hui très volatile et que il y a le risque que tu énonces et qui n'est jamais un risque zéro, évidemment. Et je pense que enfin, de là à ce que ça compromette l'économie d'un État, ça vaudrait pas forcément, enfin, ça ne reposerait pas seulement sur le problème de sécurité initiale, mais peut-être sur la stratégie globale de l'État dans la diversification de sa réserve stratégique. Donc, pour le Mhm. coup, je pense que si les États-Unis achètent pour 1 million de bitcoins, comme c'est le prévu, comme c'est le projet, 200 000 bitcoins par an, ça représenterait une somme qui est quand même assez dérisoire par rapport au stock dont ils ont au stock de leurs réserves stratégiques, que ce soit en dollars, en obligations d'État, en or, etc. Et donc, je pense que le risque serait assez limité. Peut-être. Aujourd'hui, mais ça pourrait monter. Ça,
Et ça va permettre de faire une nouvelle saison de la Casa de Papel avec le hack des réserves centrales de Bitcoin. Oui, non, mais c'est possible. Hein. Et d'ailleurs, là, on voit, et d'ailleurs, Benoît, le Benoît qui est avec nous, est-ce que c'est Benoît Oui, Coutier? c'est tout à fait, ouais. Okay. Alors, très heureux, Benoît, hein, on te fait un petit coucou virtuel et j'essaie de partager les commentaires parce qu'ils sont hyper intéressants. Coup d'État, appropriation des accès aux réserves du Bitcoin. Et effectivement, c'est des cas qui peuvent arriver dans des États qui sont sujets à une instabilité politique. Mais là encore, je vais te dire, ils feraient la même chose avec n'importe quel type d'actifs en réserve stratégique. L'appropriation des réserves d'or lors de la guerre en Irak, évidemment, parce qu'ils ont pris les banques, ils ont pris les réserves, et en fait, ça fait partie du jeu géopolitique. Et je ne sais pas en quoi Bitcoin serait différent d'un autre actif en la matière. Donc, c'est intéressant. Il est peut-être beaucoup plus facile de voler de l'or que de voler une clé privée, hein, si elle est bien cachée. C'est intéressant. Ouais. Et après, c'est vrai que quiconque fait un coup d'État, comme là aujourd'hui, par exemple, ce qui se passe en Syrie, bah, par définition, s'approprie tous les services de l'État, et donc notamment sa politique monétaire, ses réserves, et après, il en fait ce qu'il veut. Mais là encore, au niveau Bitcoin, on s'en fout. Un coup d'État, de toute façon, ça déstabilise un État, par définition, soit pour le bien, soit pour le mal. Et donc, voilà, mais je ne sais pas si c'est quelque chose de différent avec Bitcoin qu'avec un autre actif. Oui, je suis d'accord. C'est une nouvelle donnée, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un truc en plus. L'équation. Ouais, c'est un truc en plus. Ouais. Bien, merci messieurs. J'avais encore 2-3 petits sujets, mais en fait j'en ai toujours plus que prévu, donc c'est pas grave, on les abordera une autre fois. Merci Félix de t'être prêté au jeu de cette petite, merci. un peu plus que revue de presse, mais finalement voilà, parler de sujets et d'autres, c'est toujours intéressant pour peut-être poser un peu les bases de notre discussion à venir. Alors, Félix, on va commencer d'abord, si tu veux bien, par essayer de te connaître. Alors, tu n'affiches pas ta caméra, visiblement, tu n'es pas doxed, comme on dit ici, c'est-à-dire que ton identité réelle n'est pas dévoilée, c'est ton droit le plus entier. Qu'est-ce que pour autant, rapidement, tu peux nous dire sur nous? Sur toi, pardon. Alors oui, je suis pas dox sur les réseaux. Après, je suis pas un parano, enfin au sens extrême anon. Je suis à visage découvert dans des événements, etc. Enfin, voilà, pour info. Mais donc, moi, je suis. Tu seras à NFT Paris? Oui, j'y serai, mais alors peut-être pas dedans, mais parce qu'on organise, ça je le dirais aussi, on organise Alors ça un m'intéresse. événement, Ok. enfin voilà, on commence par ça en gros. On organise quelque chose en lien avec Cypher2, une petite expo. Alors là, on commence vraiment par la fin, mais c'est-à-dire on fait un lancement en fait à la suite, enfin une sorte de suite à Cypher2, et donc on le lance à ce moment-là, au moment des NFT Paris. Et ce sera comme un side event, quoi. Ce sera dans une galerie juste en face de là où a été lancé Cypher12 l'année dernière. Voilà. Ok. Donc Bah, je écoute, vais, ça je vais m'intéresse qu'on s'y voit, j'y serai Ouais, évidemment. avec plaisir. Je t'enverrai un petit message et comme ça, je pourrai voir ton visage. Voilà. Ok. Donc, alors voilà, donc Félix, pardon, je t'ai coupé. Donc Non, voilà, non. qu'est-ce que tu peux nous dire sur nous, sur toi? C'est dingue ça. Et c'est Nous dire ouais, sur parce qu'on toi? on voit pas, donc c'est l'effet miroir, Oui, quoi. c'est pour ça, voilà. J'ai l'impression que je me parle à moi-même. Non, mais voilà, rapidement, Ouais, si ouais. tu peux nous dire pour qu'on sache, on en sache un peu plus sur toi, peut-être sur ton parcours. Est-ce que tu as Mhm. que fait du crypto art ou est-ce que tu es artiste par ailleurs dans d'autres. Voilà. Alors effectivement, mon parcours, moi donc j'ai découvert l'univers même blockchain, tout ça en 2021. Un ami comme ça, d'amis, m'a dit tiens, mais toi, parce que je dessine, je fais des ouais, une pratique artistique depuis beaucoup plus longtemps. Et un ami m'a dit mais tiens, mais toi qui fais tout ça, ça va t'intéresser. Donc c'était juste quasiment au moment où tout a commencé à buzzer avec la vente de Beeple. Bon, il se trouve que c'était là. Moi, je ne connaissais rien, donc j'arrive, je Là, on est en découvre. 2020, 2021, non, 2021? disons D'accord. février, quoi. Ok. Février 2021, j'apprends que ça existe. Alors, je connaissais Bitcoin de nom, mais ça n'avait jamais tilté, quoi.
aucune idée de ce que c'était. Donc bon, ça c'est pour expliquer un peu le moment où je suis rentré dans le space, on va dire. Et sinon, par ailleurs, moi je suis architecte et donc j'ai cette pratique en agence et j'ai depuis toujours quoi, dessiné, fait des trucs, cette pratique artistique quoi. Mais sans jamais la concrétiser dans des démarches avec des galeries ou des trucs comme ça. Et parce que je n'arrive pas à trouver le moyen de le faire. J'ai comment dire une toute petite expérience, mais alors de l'autre côté, c'est-à-dire en travaillant pour une galerie ou des trucs comme ça. Donc j'étais un peu refroidi quoi de cette expérience. Disons la gestion des artistes, pour le dire Un froidement. artiste et pas un commercial, quoi. Oui, mais oui, et puis disons que ça m'avait un peu refroidi de voir comment c'était géré et pensé de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire que j'avais une vision tout à fait naïve, romantique, quoi, quand j'ai commencé. Et en fait, j'ai vite déchanté quand j'ai vu comment c'était un peu conçu, traité, organisé. Bon, donc ça m'avait pas motivé à aller entamer des démarches comme ça, mais est arrivé la blockchain, enfin la crypto, et le fait en fait, ce qui a immédiatement tilté, c'est cette idée qu'il n'y a pas d'intermédiaire, qu'on peut comme ça se débrouiller et en mintant des œuvres. Et bon, après, faut faire tout soi-même, mais en gros, il y a la promesse qu'on peut faire sa route tout seul, quoi. Alors ça m'a hyper intéressé, donc j'ai commencé à étudier un peu ce sujet, parce que bon, comme j'ai dit, je connaissais rien. Et il fallait aussi que j'étudie les réseaux sociaux en général, parce que pareil, zéro présence. Tu peux me dire quel âge tu as à peu près ou une fourchette? Entre 30 et 40. OK, ouais, donc OK, Voilà. comme moi, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et donc bon, beh, j'avais pas de réseaux sociaux, rien du tout. Donc bon, ça a été assez rude, tout cet apprentissage, enfin surtout la partie réseaux sociaux. Ce qui fait qu'en gros, j'ai un peu, enfin face à cette difficulté, j'ai laissé tomber l'aspect réseaux sociaux. Je me suis concentré d'abord, sur la recherche sur la blockchain, apprendre, comment ça fonctionne. Donc je me suis tourné vers Ethereum, parce que c'était un peu le truc, à propos des NFT. Donc j'ai passé 6 mois à peu près à ne faire qu'apprendre, comment ça fonctionnait. Donc en gros, j'ai zappé le bull run, quoi, dommage, heu et je l'ai passé à écouter des podcasts, à apprendre, un peu des bribes de code et cetera et cetera. Ce qui Et après, au bout de tout ce temps-là, je me suis mis, bon, j'ai pris à bras le corps les réseaux sociaux. Moi, j'ai commencé, quoi. Puis après, de fil en aiguille, j'ai comment dire? Fait mon petit trou quoi entre guillemets, c'est-à-dire j'ai, fait plein de contacts avec les gens, présents, enfin. Et peut-être du fait d'avoir d'abord étudié, toute la technologie, comment ça fonctionne, un peu l'histoire et cetera, ça fait que je me suis tourné vers des gens, qui étaient, qui partageaient un peu cette vision, plutôt que vers des trucs, qui ont plus la cote ou plus hype, et cetera. Donc et d'où, de fur et à mesure, enfin de fil en aiguille, l'intérêt vers les cypherpunks, au fond. Donc je me suis mis dans cette période-là, disons, 6 mois après, donc c'était plutôt novembre, 2021. Je me suis mis à minter quelques trucs, comme ça, parler de ce que je faisais, surtout, sur les réseaux. Et puis, ça a fini par commencer à marcher à un moment. Et c'est-à-dire à vendre, hein, concrètement, quelques trucs se sont vendus. Puis de fil en aiguille, le mot se passe, enfin je sais pas, enfin c'est l'effet, du réseau, social, hein. Hem, donc dans un premier temps, c'était des œuvres, un peu, disons, encore en lien avec, ma pratique, d'architecte. C'est des trucs un peu Ah, architecturés. c'est toi qui mintais des NFT et qui les vendais, c'est ça? Oui, voilà, ouais. OK, d'accord. Non, parce qu'en Ah fait oui, oui. OK.
Oui, non, mais j'essaie de comprendre. Est-ce que tu achetais des NFT d'autres moi, Ah non, alors excuse-moi, j'étais pas clair. En fait, ça a commencé à marcher, c'est-à-dire j'ai minté quelques trucs en commençant. Bon, et puis j'en ai parlé sur les réseaux, et puis les choses se sont vendues. Enfin, ok. ces œuvres-là. Donc bon, très petit à petit. Et Alors, revenons un peu sur ce mouvement cypherpunk, si tu veux bien. ouais. Est-ce que tu t'y intéresses? Est-ce que ça te... Moi, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que ça révèle chez toi déjà une philosophie politique que tu avais, mais sur laquelle tu n'avais pas forcément mis soit des mots, soit une histoire, soit un mouvement? Ou est-ce que finalement, si tu as pris conscience, notamment de l'importance de la protection de la vie privée, etc., auquel tu n'avais pas forcément conscience et avec laquelle finalement tu t'es senti à l'aise? Alors, je dirais plutôt que ça révèle, enfin, comment dire, j'avais conscience de tout ça. J'étais un ultra parano de Internet, réseaux sociaux, enfin de la traçabilité de l'identité en ligne, etc. Donc, d'où le fait que j'avais aucun réseau social déjà. Mais j'avais pas connaissance de ce groupe-là, donc de leurs recherches, etc. Donc, non, je me suis totalement reconnu, quoi, au fond, Ok. dans leurs recherches. Et, euh, et Donc à ce justement, moment-là, ouais, non, en fait, et à ce moment-là, tu décides de faire le lien entre cette idéologie, philosophie, ce mouvement et ton art. voilà, c'est ça, ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ça m'a, en fait, de me plonger dans leurs échanges. Là, enfin, tu sais, il y a cette mailing list où il y a leur conversation de tous les jours. Alors, faut un peu diguer parce que c'est pas évident, mais donc parmi ça, il y a tout un tas d'idées quoi qui sont extrêmement précurseurs, enfin, au moment où elles sont émises. Donc, je me suis plongé là-dedans et ça m'a effectivement donné l'envie. En fait, là où ça a fait le lien, c'est que bon, c'est du code, c'est des programmes, etc. Et la blockchain, ce n'est que la même, enfin, c'est ça. Donc, et puis après, c'est en rétrospective, c'est l'aboutissement de tous leurs travaux. Donc, finalement, assez vite, je me suis mis à apprendre Solidity, donc les langages de smart contracts, avec l'objectif de faire, comment dire, de joindre ces deux bouts-là, c'est-à-dire ma pratique artistique et ces recherches. Et c'est assez finalement, donc un an après, bon après j'ai expérimenté différents trucs, différentes œuvres, etc. Et quasiment, enfin moins d'un an après même, je me suis mis à travailler sur ce qui est devenu ensuite CypherDood. Donc j'ai commencé à, alors et cette idée, je vais comment dire, de faire, alors, déjà une petite rapide présentation CypherDood. C'est une collection d'art génératif euh, sur Ethereum. Et le principe, c'est que dans chaque Euh, Est-ce que tu peux comment? nous expliquer c'est quoi l'art génératif par rapport justement à l'art Ah, ok. bien comme Ouais, ça on ok. voilà. Alors en deux mots, c'est qu'il y a alors génératif, ça veut dire que chaque token, au fond, chaque œuvre de la collection est une itération d'un script qui, en gros, comme une sorte de composition à géométrie variable. Et au Mint, il y a un principe de seeding, c'est-à-dire chaque mythe va tirer une itération unique dans ce script, de ce script, pardon. Et donc en gros, le script, c'est cette composition à géométrie variable qui est ce que définit l'artiste avec tous les paramètres qu'il veut, etc. Et après, chaque résultat, peut-être que des gens sont familiers des trucs les plus connus là, c'est genre Fidenza ou des choses comme ça. Euh, c'est ça, hein, c'est OK. un Non mais c'est script pour que ce soit clair principal. pour tout le monde. Ok. OK. Donc D'accord. j'ai fait, je sais plus où Donc j'en tu nous étais. précisais, tu nous rappelais un petit peu déjà de base qu'est-ce que c'est le projet, Cypher2, Oui, donc c'est voilà, une ouais, collection Cypher Dudes. d'art
NFT génératif, ouais. Exact. Et en plus d'être ce script qui génère des itérations visuelles uniques pour chaque token de la collection, il y a une logique dans le smart contract, c'est-à-dire une interactivité possible au niveau du smart contract. C'est-à-dire que à travers chaque token, en fait, chaque token est comme une petite application qui permet d'encrypter des messages et de les inscrire dans la blockchain. En gros, et chacun de ces messages encodés et encryptés, stockés sur la blockchain, donc ils sont permanents sur la blockchain, et le token qui les a, comment on appelle ça, inscrits, est le seul à pouvoir les décoder au moyen du mot de passe, bien sûr, qui est utilisé au moment, la clé d'encryption, hein, si on veut. Je sais pas, j'ai la possibilité de partager l'écran, non? Si c'est possible, c'est peut-être plus simple Ouais, c'est comme ça. possible, bien sûr, absolument. Partage l'écran et Alors, je vais je peux faire autoriser. ça. Tac, tac, tac. Je vais essayer de faire. Alors, parce que comme ça, c'est plus visuel, ce sera plus facile. Est-ce que vous voyez le site Cypher12 là? Maintenant, oui. Ok. Vas-y. Ok, donc là, voilà, ce sera plus clair. Donc, ça, c'est une des itérations de ce script principal, donc qui gère la partie visuelle. Et à l'intérieur, au niveau smart contract, alors si on veut, il y a même, j'ai fait un petit booklet là de présentation de toute la collection. Si ça vous intéresse, vous pourrez regarder. Et le principe, c'est que on peut à l'intérieur, donc comme j'ai dit, c'est interactif, et c'est à travers ce menu qu'on voit là, qui fait partie de l'œuvre, qu'on peut aller écrire un message et l'encrypter dans la blockchain. Là, je mets un mot de passe, et en tapant en code, ça va, en 2 transactions, ça va encrypter, puis stocker, et écrire, enfin inscrire sur la blockchain. Et en retour, une fois qu'on aura fait cette opération, on pourra venir là dans décode, taper le mot de passe et décoder. Donc si on veut, Donc, c'est comme est-ce que c'est un système de messagerie cryptée que vous avez fait d'une certaine manière? Oui, mais c'est le principe des boîtes aux lettres partagées, c'est-à-dire qu'on met un message et quelqu'un d'autre peut venir le récupérer. C'est pas on envoie littéralement à quelqu'un qui le reçoit dans sa Ouais, boîte. ouais. Voilà, OK. c'est un peu ce principe, mais c'est un système ouvert, c'est-à-dire qu'on peut se servir de ça pour faire des tonnes de choses différentes. C'est-à-dire on peut stocker de l'information, hein, dans un premier temps, on peut communiquer, on peut faire comment on appelle ça, utiliser, c'est ce qui a été beaucoup le cas par la suite par la communauté, utiliser ce système d'encodage là pour faire de l'art on-chain, puisqu'en fait, il s'agit de texte qui est haché et stocké sur la blockchain, donc, et qui est rendu ensuite dans un contexte HTML. Donc, en gros, il suffit de mettre n'importe quel code type. Alors, je vais tout en bas de la page, il y a des exemples. Ça, c'est les exemples de code. Voilà, ça peut être du texte brut, ça peut être du HTML. Là, à droite, le résultat, en fait. Là, on met le code. Bon, c'est du HTML tout simple. Voilà, ça s'affiche. En fait, c'est rendu comme du HTML. On Mmh. peut mettre du SVG, on peut mettre des images raster, les GIFs ou pas. Et, même dans le HTML, si on peut avoir comment dire, des scripts, quoi. Bref. Ouais. Voilà, c'est assez versatile, on peut faire tout un tas Et alors, de choses. alors déjà, moi, je trouve ça super cool que par le prisme de l'art, il y ait de la tech.
C'est pas le cas tout le temps. L'immense majorité des collections NFT, c'est des dessins, alors je simplifie évidemment, hein, et potentiellement un projet un peu communautaire, etc. Et là, on a quand même, on a de la tech, on a du développement. Donc ça, je trouve ça cool pour le coup, vraiment. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a déjà des use cases ou est-ce qu'il y a déjà des gens qui utilisent justement ce que vous avez développé et si oui, pourquoi Alors oui, il y a eu pas mal de, pardon, de use case. Si on veut, déjà juste un petit mot, bon, il y a encore sur la composition, hein, pour montrer comment fonctionne la collection. On voit, il y a différents fonds. En fait, j'ai fait ce petite chose ici pour manipuler. Il y a plein de personnages différents. On peut changer. Là, ici, c'est juste pour montrer un peu toutes les possibilités. Voilà, il y a toute la composition disponible. On peut changer le fond. Enfin bref, ça, c'est tous les éléments qui sont utilisés et assemblés lors du mint avec comment dire. C'est tous les éléments qui sont utilisés lorsqu'une itération est tirée au mint. Alors moi, ça me pose une question, Félix, c'est que Mhm. il y a un travail d'éducation. Tu me dis que dès que je peux retirer l'écran, sauf si tu souhaites nous partager d'autres choses, n'hésite pas. Mais Ok. ma question en termes de stratégie, j'allais dire marketing, euh, ça doit pas être facile d'arriver à faire comprendre, à éduquer une communauté existante ou une communauté que tu vas créer de toutes pièces, à leur expliquer que c'est aussi bien de l'art, évidemment, mais c'est aussi derrière des possibilités technologiques, des use Mhm. cases potentiels, un business peut-être pour certains. Enfin, en termes de messages à envoyer et en termes de stratégie un peu marketing, est-ce que c'était un challenge pour vous? Tout à fait. C'était le principal challenge, c'est d'expliquer la profondeur du projet. Et en fait, alors juste aussi pour dire que c'est un mint qui a commencé en février 2024 et qui terminait, enfin qui a été mint out. Là, les 2048 tokens ont été mintés. C'est terminé en septembre, là 2024. Donc ça a mis quand même une relativement longue période, disons. Et ce qui est une conséquence directe de cette complexité, euh, disons, de communiquer sur la collection. En fait, on a essayé différentes approches. Euh, dans un premier temps, il y a l'aspect visuel qui est principal. Bon, je dirais, il y a ce personnage, ce qu'il fait. Bon, il y a des actions qui sont en fait des commentaires de l'univers crypto à chaque fois. Une sorte un peu de private joke de crypto. Euh, et il y a aussi le fait que ce soit on-chain. Bon, ça donnait des angles de communication. Et en fait, on a laissé un peu les gens découvrir par eux-mêmes toute la fonctionnalité possible. Et en faisant ça, en fait, on a fait ça parce qu'on a commencé, on a essayé d'expliquer tout ça, mais en fait, on s'est rendu compte que Bah, c'est ça, c'est-à-dire que c'était extrêmement dur là, d'avoir l'attention quoi, des c'est le gens. marketeur la question C'est vient de là. Effectivement, c'est parfois beaucoup plus facile d'arriver avec une proposition de valeur unique qu'on peut répéter, et ensuite, dès que tout est bien clair, on passe à la prochaine. Et cette incrémentation de l'information permet justement d'attirer les personnes. Mais c'est vrai que quand un projet est entre guillemets complexe, qu'il a plusieurs composantes, c'est parfois difficile dans un temps limité, avec des ressources par définition limitées, que d'arriver effectivement à faire passer tout ce que l'artiste a voulu faire. Et ça, nous en parlons souvent avec Samuel Séné de The Crypt, que tu connais peut-être, qui est un crypto-artiste, compositeur Mhm. musical, etc. Et qui, effectivement, nous parle souvent de l'art contemporain de telle manière à ce qu'il y a la volonté de l'artiste et après, à ce qu'en font les acheteurs, les utilisateurs, les personnes qui s'approprient justement cet C'est art. ça.
Et donc, ça a dû être un enjeu et un véritable challenge pour vous. Est-ce qu'aujourd'hui, après combien de temps, elle est sortie il y a combien de temps la collection? Voilà, ça va en février, ça fera 1 an. Ouais. Est-ce Donc, qu'en un an, aujourd'hui, vous estimez que vous êtes arrivé, vous êtes parvenu à diffuser justement les différentes propositions de valeur, ou est-ce qu'il y a encore un effort d'éducation qui se doit d'être fait? alors, comment expliquer? Ça ce que je vais répondre va rejoindre là ce que je disais, c'est-à-dire qu'on a laissé les gens le découvrir par eux-mêmes. Finalement, c'était la meilleure stratégie. Dans notre cas précis, puisque quelqu'un qui a découvert un cas d'usage ou une manière d'utiliser son token, il le partage. Et c'est ce qu'on a vu. Et la personne le partage sur les réseaux, fait une petite vidéo, explique avec ses propres mots. Donc finalement, véhicule et communique presque mieux que ce que nous, on pouvait faire initialement. Et donc ça s'est diffusé de cette manière très organique. Et aujourd'hui, on continue bien sûr de parler, mais finalement, bon, on a comme tout a été minté, il y a encore des gens qui découvrent. Même des gens qui ont minté, qui découvrent ce qu'ils peuvent faire avec. Non, mais Et je dirais que ça finalement, c'est ce qui permet au projet, de pas, d'avoir des petits regains d'attention de temps à autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui découvre, bon, il repartage et cetera et cetera. Donc finalement, c'est quelque chose qui est, heu, bah, heu, continu quoi. C'est cette, diffusion mmh. de notre point de vue, alors c'est peut-être anti-marketing tout ça, mais on a trouvé ça intéressant. Disons que ça a participé un peu du mystère, CypherDown, le fait que tout ne soit pas aisément compréhensible tout de suite et qu'il faille mener un travail de recherche, un peu se concentrer sur ce que c'est Non, et explorer par soi-même. je pense que, au contraire, je pense que, je te rejoins. Je pense que c'est le meilleur moyen. Je pense que la communauté, enfin moi je dis toujours les holders sont les meilleurs influenceurs, et en vrai, la vérité c'est que je pense que c'était la stratégie de mon point de vue la plus intelligente, qui est d'arriver à quelque chose de, entre guillemets, «simple», l'art, ce qu'on voit tout de suite, et après découvrir en fait au fil de l'eau qu'en fait ce n'est pas juste de l'art, mais il y a aussi derrière un lore. On voit sur le site internet qu'il y a quand même un lore sur lequel vous avez travaillé avec ce personnage. Il y a des références historiques, il y a des mèmes, il y a plein de choses qu'on ne découvre pas de prime abord, mais en se plongeant un peu dans la collection, on les découvre. Donc ça, c'est hyper jouissif et satisfaisant. Et après, il y a la partie technologique, use case, voire business, parce que certains pourraient utiliser ce que vous avez fait pour des... Exactement, on a des exemples d'ailleurs. Ouais, j'aimerais bien en avoir, Ouais, juste ouais, ouais. si tu en as quelques-uns à nous partager. Pardon. Et donc, pour poursuivre, pour faire la transition, on a, là j'ai montré un peu le principe d'encodage, et cetera. Ce qu'on peut faire, l'interaction directe, ouais, le premier usage, c'est ce message encodé dans la blockchain. Et juste avant, cette transition, il y a vous avez vu dans la composition, il y a des carrés, derrière, de couleurs. Heu, En fait, certains, vous le verrez, là comme celui-là, ils sont extrêmement denses avec plein de carrés. La raison, c'est que Hem, ces carrés sont l'expression directe du message qui est, stocké dans la blockchain. C'est-à-dire qu'en gros, dans le script, je vais chercher le message et j'utilise la longueur du message pour déterminer le nombre de carrés et je découpe le hash, qui est stocké en morceaux qui me donnent les couleurs hexadécimales. Enfin bon bref, ça c'est juste, c'est une petite, pirouette, stéganographique pour en fait, montrer que le message est là, mais qu'il est inaccessible. Et donc ensuite, une fois qu'on a encodé un message, on a ici 2 boutons pour l'archiver, en fait. Parce que si on encode un nouveau message, on va perdre, la trace. Il sera toujours sur la blockchain, mais on perdra son accès direct. Donc on a développé ce qu'ils appellent des archives. Et donc, quand on clique là-dessus, on mint un token, une archive dans une sous-collection
qui s'appelle CypherDude Archives. Et voilà le principe, c'est qu'on a un CypherDude, on passe là, on écrit le message et ça mint des archives qui sont en gros mintées par le dude, le CypherDude, et qui sont la propriété du owner du dude et qui peuvent vendre ensuite comme pas des sous-produits, mais comme des œuvres à part entière. Même s'il y a un framework là qu'on voit qui est assez important, c'est-à-dire il y a ce cadre comme une petite console, il y en a des bleus, il y en a des noirs. La raison, c'est que les bleus sont publics, c'est-à-dire des archives publiques dans lesquelles il y a juste un bouton décode. Alors, ce qu'on voit là, c'est le hash qui est stocké sur la blockchain directement. Quand on décode, on voit disons, la version décryptée rendue dans un browser. C'est-à-dire, en gros, là, c'est une image raster. Et si on veut voir, il y a un autre bouton source et on voit comment c'est fait. Bon, c'est une image avec une data en base 64, etc. Et voilà, on voit que c'est on-chain, etc. Et d'autres sont privés. C'est-à-dire c'est un autre use case, c'est-à-dire qu'on ne souhaite, au moment du meet, on ne souhaite pas révéler le mot de passe. Donc là, il faut taper un mot de passe pour décoder. Alors, je vais pas le faire parce que là, par ailleurs, c'est pour information, c'est là-dedans que se trouve disons, le concept de ma prochaine sortie là, enfin de ce qui arrive en février, que j'ai minté en juin dernier. Donc c'est pour illustrer l'aspect d'usage de timestamp. C'est comme une enveloppe solo sur la blockchain. On s'écrit un truc qu'on est la seule personne à pouvoir voir, et le moment venu, on le révèle comme ça avec le mot de passe. Et il y a la preuve qu'il y a une date, quoi. C'est ça un des usages possibles. Et alors, donc les gens, la communauté des gens, les holders, on se sont mis à faire leurs propres archives. Alors je vais essayer d'en trouver quelques-unes. Voilà, quelqu'un qui a écrit un poème comme ça. Ou il y en a qui ont écrit je sais pas si je vais en trouver. Il y en a qui ont fait des pages HTML extrêmement complexes. Voilà, par exemple, ça c'est un des plus gros holders de CypherDude d'ailleurs, qui est Mooncat 7026. Et donc il a fait un genre de qui veut gagner des millions. Et tout est on-chain. C'est-à-dire que son script, c'est ça, quoi. Et il l'a mis dedans. Donc, alors là, il faut, voilà, try again. Non, alors, il faut que je recharge parce que quand on va dans source, voilà, hop. Et là, on peut jouer. Alors, qu'est-ce que ça veut signifier? Bon, bah, faut répondre. Et donc là, il y a bonne réponse, enfin, etc. Je vais pas faire le jeu là, mais c'est pour illustrer un peu le principe. Ce qui fait que, comme en gros, on a un token qui est cette application qui permet de créer de stocker des messages, mais qui permet de minter aussi c'est un minter, quoi, qui permet de faire une petite collection. Et il y a un artiste qui s'appelle Xerac qui a utilisé ce système. Lui, il avait ce CypherDude et il a utilisé ça pour. Alors là, c'est en train de charger. Il a minté des archives et il s'en est servi pour faire toute une collection d'art on-chain. Donc, il a choisi un format comme ça systématique avec un petit cadre bleu. Donc, ça, c'est son design hein, à chaque fois. Un petit cadre bleu, bah, des petites animations, etc. à l'intérieur. Et cette page-là dans ce site, dans le site CypherDude, ça fait comme une page de collection, en fait. Et ça, lui, il a fait son drop à travers CypherDude, si on veut. Vous m'entendez toujours? Hop, ouais, tout à Ah fait. OK, j'avais un doute. Non, j'avais coupé mon micro, mais ouais, on t'entend. OK. Et donc il a fait ça et bon, il y a eu un vrai intérêt pour son travail, du fait que ce soit on-chain et cetera, en fait, c'était la Alors, première fois que quelqu'un justement, utilisait ça pour ça.
justement, Félix, je crois savoir que il y a une particularité dans ta collection, c'est que c'est hébergé directement sur la blockchain. Tout à fait, oui. Et ça, c'est vrai que peut-être celles et ceux qui nous écoutent ne le savent pas, mais l'immense majorité des NFT aujourd'hui, les images ne sont pas stockées on-chain. Elles sont stockées sur des service providers centralisés ou décentralisés d'ailleurs. IPFS, Pignata, enfin plein de choses comme ça. Et vous avez fait le choix d'héberger directement sur la blockchain. Pourquoi ce choix Alors, l'intérêt alors le choix, c'est dans un premier temps pour coller avec l'idée même du projet, de fournir ce service d'application là où on peut encoder, décoder. Enfin, en gros, cette privacy qui est possible, bon, fidèle à l'esprit cypherpunk. Si on fait tout ça, mais il y a le bémol que tout est sur un serveur centralisé, qu'il y a donc une possibilité d'interruption ou de censure. Bon, c'est complètement contradictoire avec l'idée même du projet. Donc, c'est ce qui nous a orientés là-dessus. Et l'autre, enfin, je dirais que c'est la seule raison. Et puis après, bien sûr, c'est il y a le défi d'avoir une permanence maximum, que ce soit pour l'art, pour la partie visuelle et artistique, autant que pour la partie fonctionnelle. Alors, il y a d'autres références aussi que j'ai découvert sur votre collection. Je trouve ça cool. C'est que, dis-moi si je me trompe, mais je crois qu'on peut nommer son Cypherdude. Tout à fait. Et on Ouais. peut le nommer en utilisant une liste de mots bien connus, si tu veux nous en dire plus. Oui, tout à fait. Merci. C'est un peu décousu ma présentation, mais alors chaque token arrive, je vais essayer d'en trouver un, arrive sans nom, effectivement. Je sais pas si je vais en trouver un qui n'a pas de nom encore. Voilà, par exemple celui-là, 451, il s'appelle juste CypherDude 451. Le holder qui possède ce CypherDude, quand il va aller dans My CypherDude ici, il va pouvoir aller nommer son CypherDude. Voilà, avec ce bouton là qui va apparaître, Claim Word. Et pourquoi pas le faire en direct? Quand on va cliquer là-dessus, on arrive dans cette interface qui est un nuage de mots en 3D du BIP39. Et le BIP39, c'est une liste de 2048 mots qui sont la source unique pour piocher les mots des sites phrases, les 12 mots ou 24 mots. Et c'est un standard maintenant. Toutes les seed phrases du monde piochent leurs mots dans cette liste. Et donc c'est en fait une référence extrêmement forte quoi dans l'univers crypto. Et là, donc il y a deux choses. Il y a le fait d'amener on-chain cette liste progressivement avec à chaque action utilisateur quoi, où on nomme son dude. Et il y a l'appropriation qu'on peut faire de son personnage qui est extrêmement forte aussi. C'est-à-dire que on sait tous que l'ownership des NFT, c'est hyper puissant. C'est-à-dire on s'identifie avec son avatar, etc. Et là, en fait, il y a bon, au-delà de l'identification juste à l'appartenance à une collection, il y a le fait qu'on on lui met un peu de sa propre histoire, puisqu'on fait des actions Ah, c'est à intéressant. travers ce CypherDude. Et là, en l'occurrence, la première action fondamentale, c'est le nommer. Donc là, par exemple, je vais cliquer sur Attitude. Et là, en bas, je clique sur Claim. Ça me lance la transaction et ça va me permettre Pardon. Et vous êtes sur Ethereum Mainnet? Ah oui, c'est Mainnet, ouais. Ça veut aussi, c'était encore important. Ouais, mais après, c'est vrai qu'au niveau des frais de transaction, ça n'a pas été un frein. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'en est pas un au développement? Est-ce que vous anticipez peut-être de passer sur d'autres blockchains si vous voulez développer les use cases? Parce que si à chaque fois, il faut payer 100 balles de fees à chaque fois qu'on veut faire un truc, c'est limitant, non? Alors oui et non.
bien sûr, ça limite. Là, par exemple, je nomme le Doge, ça me coûte 2 $. Hein. Mais bon, C'est très cher. ce qui est cher, oui, ce qui est cher, mais nous, disons, encore une fois, ça rejoint l'idée que c'est de permanence, c'est-à-dire de garantie de permanence. Le mainnet, c'est le plus garanti en termes de permanence. Ensuite, pardon. Alors, c'est sûr que c'est un frein, c'est-à-dire, c'est un frein en termes de, D'adoption, de coût, d'escalabilité, oui, d'adoption, ouais. ça a un coût, effectivement. On veut faire un message, ça a un coût. Mais ce qui fait que l'effet bénéfique de ça, je dirais, c'est qu'on réfléchit à 2 fois avant de Ouais, mettre ouais. quelque chose. Donc, c'est quelque chose c'est-à-dire que la donnée elle-même, qu'on veut encoder, on lui donne cette valeur. Mmh. Donc, en fait, toutes ces Intéressant. actions d'utilisateurs qui ont un coût, en fait, responsabilisent Ouais. l'utilisateur ou le OK. holder. Et Alors, il nous reste ouais, 2 minutes, ouais, ouais, ouais. j'aimerais te poser une dernière question, sur, disons, le marché NFT, plus, globalement, si tu Yes. veux bien. Bon, on a connu un véritable bear market, sur les NFT depuis, 1 an et demi, 2 ans, peut-être, ouais, à peu près, je pense pas me tromper. Ouais. Et puis là, on voit, depuis quelques semaines, un regain d'intérêt. Alors évidemment, à l'occasion de la collection Pudgy Penguin et du airdrop de son token, le lancement de la blockchain Abstract. On a également des très grosses collections dont on a vu le floor price, reprendre des couleurs. Ma question, très simplement, comment toi tu envisages 2025 sur les NFT? Est-ce que tu penses que, alors évidemment c'est pas un conseiller en investissement, c'est pas le sujet, mais toi qui es dans l'écosystème, alors pas forcément dégène, mais artistique, mais le tout est lié dans un marché NFT global, hein, et je pense que l'un Mmh. l'autre d'une manière ou d'une autre. Est-ce que tu penses qu'on va revoir une NFT season? Et si oui, est-ce que ce sera avec des nouvelles narratives ou est-ce que finalement, bah, on a fait le tour et ça va être toujours les mêmes choses qui vont revenir? Enfin voilà, j'aimerais avoir un peu ta vision là-dessus pour en 1 minute si tu peux. Oui, hem, bah, c'est je ne vois pas dans l'avenir déjà, donc c'est un sentiment effectivement, je me dis que bon, il y a peut-être il y a peut-être une ouverture qui se profile sur, mais qui va s'il y a quelque chose, à mon avis, ce sera pas, parce que les vieilles collections se mettent à pumper. Ça, c'est parce qu'il y a effectivement un pump crypto que du coup, il y a un impact sur les vieilles collections parce que les gens qui ont mis beaucoup des investissements assez conséquents sur, des anciennes, enfin vieilles, c'est-à-dire 2021, du coup, ils essayent bon, ça pump pour, se refaire un peu. Mais je pense que là, ce qui est en train de se développer, et depuis 1 année, 2 années, c'est toute cette partie on-chain et c'est disons une maturation une maturité qui arrive dans le space sur le lien entre technologie et token, NFT, et cetera. C'est-à-dire, se dire, il y a plein de débats sur la permanence des NFT, et cetera. Donc je pense que ce qui se profile là, c'est vraiment comment dire? Une attention plus pointilleuse sur qu'est-ce qu'on prend et quel sens ça a, et cetera. OK, Donc bah, écoute, très intéressant. Merci beaucoup Félix. merci à vous, merci à toi pour l'invitation. Merci beaucoup, c'était un plaisir de découvrir un peu ton univers. Bah, écoute, on se retrouve à NFT Paris, dans ce cas. On va te souhaiter plein de belles choses pour cette nouvelle année, pour tes projets, pour Cypherdood évidemment. Et puis, on va aussi passer un petit coucou à Benoît qui, d'ailleurs sera notre invité, dans l'émission, dans, quelques jours. J'ai plus la date en tête, mais c'est courant du mois de janvier, hein, donc pour le coup, c'est vraiment, très bientôt. Hop, laissez-moi regarder. C'est le 7, bah, c'est simple en fait, c'est la semaine prochaine. Donc voilà, OK. on va enchaîner directement les 2 co-créateurs, hein, de cette collection, parce que je crois qu'il t'a donné un bon coup de main, Tout sur à fait, oui, on a beaucoup en fait, on a travaillé ensemble sur la partie conceptuelle, disons la moitié mon travail ça a duré 2 ans et sur la deuxième année, il a été très présent sur cette partie, concept et cetera.
Eh ben, très bien. Ouais. Merci encore, Félix. Plein de belles choses pour cette nouvelle année. Merci. Et puis, écoute, à bientôt en tout cas. Prends soin À de à toi. bientôt. D'ailleurs, attends, on dirait que je te mets dehors, mais pas du tout. Reste avec nous si tu le veux et si tu le peux, évidemment. Mais on va accueillir maintenant, eh bien, Jonathan.